L'économie américaine est-elle, c'est une question bien sûr, est-elle en train de flancher sous le poids de l'incertitude générée par la politique commerciale erratique, c'est un euphémisme, de Donald Trump? Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un économiste et directeur de l'OFCE. Quand on voit le moral des consommateurs qui flanche, bon, c'est pas la consommation, c'est le moral des consommateurs. Quand on voit les dépenses publiques qui se réduisent, la guerre commerciale qui s'accélère un peu, même s'il y a des va et des viens, on va dire, sur les annonces. Tout ça devrait peser, on le sait, mécaniquement sur les résultats des entreprises. Et puis, tous les acteurs économiques, aux États-Unis on parle, et même en Europe, qui naviguent à vue. C'est ça le bilan, pardon. On n'est pas là pour être spécialement critique, ou pas d'ailleurs, mais est-ce que c'est ça le bilan aujourd'hui, après 2 mois de Donald Trump si tant est qu'on puisse faire un bilan après 2 mois, enfin oui, 2 mois c'est quand même une période très courte, mais ceci étant dit, peut-être qu'avec Trump les échelles de temps se raccourcissent singulièrement, mais oui, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, ce qui est frappant c'est la dégradation extrêmement rapide qui dessine un mouvement de grande incertitude, de peur d'un retournement économique, même si c'est encore un peu tôt pour dire qu'il va y avoir un retournement économique, parce que ça s'est retourné tellement vite à la baisse que ça pourrait remonter en fait aussi vite. On ne sait pas très bien comment, mais bon, hein, c'est imaginable. Mais effectivement, on a quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez jamais vu quand un président arrive aux affaires de cette façon, qu'il arrive à désorganiser à ce point l'économie et le pays et à faire une espèce de brouillard extraordinaire dans lequel plus personne ne sait où il va, avec des choses qui s'annoncent qui sont par ailleurs assez négatives. Enfin, on va faire le tour, j'imagine. Mais... Donc on a un président américain, et ça ce sont les données entre guillemets de confiance qui fragilisent la confiance à la fois. On le voit dans les chiffres, en tout cas, des consommateurs, des entreprises, et en même temps on a Jérôme Powell qui a expliqué que les indicateurs de confiance, notamment des consommateurs, n'avaient pas été un bon, je le cite, prédicteur de la croissance, de la consommation au cours des dernières années. Alors ça c'est vrai. C'est intéressant ça. Oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que le moral a beau se dégrader, pour autant l'activité peut se tenir. Mais c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. En économie, on a souvent une espèce de conclusion qui est que c'est une histoire de confiance, que c'est une histoire de certitude. Ça l'est un petit peu, mais en fait, ça joue pas tant que ça. Il y a aussi, en fait, dans l'économie, des nécessités, des choses qui sont indépensables, des contingences, votre revenu, votre épargne, les prix, comment ils évoluent. Voilà. Et donc, on peut avoir un sentiment qui se dégrade, et puis une économie qui n'est pas particulièrement dégradée. Bon, là, quand même, on est à un niveau de dégradation qui est assez fort, donc c'est une enquête auprès des consommateurs qui est faite par l'Université du Michigan, qui nous donne un chiffre qui est bas et qui est au même niveau que celui qu'il avait atteint en juin 2022, qui était le plus bas jamais atteint à un moment où l'inflation était très élevée aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même, enfin, on peut dire le sentiment des consommateurs n'est pas un bon prédicteur de l'économie. Mais là, ce n'est pas juste un mauvais signal, c'est un très 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 mauvais signal. Donc, bon, difficile de penser que malgré ce très 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 mauvais signal... Ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. D'autant que l'impact, on le voit, parce que la consommation des ménages américains, ça c'est pour le coup, c'est de la statistique en dur, a baissé de 1,2%. C'était en janvier, vous me direz, il est arrivé fin janvier, et n'a rebondi que de 0,2% en février, contre 0,6 attendu. C'est pas un très bon signe tout ça. C'est pas un très bon signe. Quand on regarde un peu en détail d'ailleurs le sentiment des consommateurs, ils s'attendent à ce que le chômage augmente et à ce que l'inflation augmente. Ouais. Donc ces deux éléments mis bout à bout expliquent une grande prudence dans leur comportement de consommation. Voilà, indépendamment de ce qui va se passer sur les contingences, hein, c'est-à-dire leur revenu, leur emploi effectivement, qui va aussi conditionner ce qui va se passer. Donc on voit quoi? On voit des indicateurs économiques avancés qui s'essoufflent, c'est peut-être un simple ralentissement. On s'est tellement trompé sur ces dernières années, sur l'économie américaine, tout le monde disait ça va ralentir, ça n'a jamais ralenti. Et voilà, on a une résilience économique comme les États-Unis qui a fait mentir beaucoup de mauvais augures. Oui, mais bon, c'est pas parce que ça a fait, enfin, c'est pas parce que beaucoup se sont beaucoup trompés dans le passé que nécessairement ça va bien se passer aujourd'hui. Enfin, certes. Ouais. Malheureusement, si c'était aussi simple... Et à force d'annoncer la pluie, elle arrive un jour, vous me direz. Hein. Oui, enfin, et puis là, il y a quand même un consensus, c'est-à-dire qu'il y a eu une série de prévisions révisées, le Conference Board... oui, enfin, quand Goldman Sachs passe de 2,5% de croissance cette année à 1,7%,
Ça ralentit, mais il n'y a rien de dramatique. Hein. Non, il n'y a rien de dramatique. Enfin, c'est quand même une sacrée révision avec juste 2 mois de nouvelles en plus, parce que c'est ce qui s'est passé. En fait, là, vous regardez la différence de prévision. Alors, vous dites Goldman Sachs, mais en fait, c'est tout le consensus qui est parfaitement en accord sur ce point, et en gros, qui est passé d'une prévision de 2,4 pour l'année 2025, mais ça, c'était en décembre 2024, à aujourd'hui, en février ou début mars, une prévision qui serait plus que de 1,7, 1,8 pour l'année 2025. Donc c'est quand même, en 2 mois, une révision de 0,7 points. C'est beaucoup. Hein. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup, et surtout, les événements qui permettent d'expliquer ça, c'est pas une crise internationale nouvelle, c'est pas un choc énergétique, c'est pas des mauvaises nouvelles sur le front de l'inflation, mais c'est uniquement les mesures de politique mises en place et anticipées de Donald Trump pour l'année qui vient. Plus anticipées que mis en place d'ailleurs, quand on réfléchit. Ah, alors. Qu'est-ce qui a vraiment été mis en place? Qu'est-ce qui a vraiment été mis en place? Si on regarde quand même un petit peu, dans les mesures qui ont été mises en place par Trump, il y a d'abord les fameux tarifs douaniers, qui ont été en partie annoncés, mais confirmés. Oui. Et sur le Canada, sur le Mexique, sur la Chine. Sur l'aluminium. Sur l'aluminium, sur l'acier. Sur la Chine, vous avez raison. Probablement sur l'Europe aussi. Il y a quelque chose. Ça démarre début avril, hein, avec les droits de douane réciproques. Oui, mais voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui bien enclenchées. Donc c'est la guerre commerciale qui pèse sur l'économie américaine déjà. Ça crée déjà un climat d'incertitude. C'est-à-dire que voilà, c'est une mesure massive, à large spectre, qui va peser sur l'inflation, qui va poser des problèmes pour les investisseurs. Où est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis au Mexique pour fabriquer des automobiles, ou est-ce qu'il faut que je revoie complètement mon plan? Est-ce que le Canada est à nouveau une zone d'investissement? Enfin, oui, c'est quand même des questions que les investisseurs n'avaient pas l'habitude de se poser aux États-Unis. Je veux dire, le Canada, c'était... Oui, mais on parle des investisseurs, on ne parle pas des entreprises, des consommateurs, des ménages. Mais pour les ménages et pour les entreprises... pour les ménages, il y a toujours des emplois qui sont créés. On a vu plus de 100 000 et quelques sur le mois de février. Alors, 150 000 au mois de février, mais on attendait 170 000. Oui, mais ça va. Non, mais d'accord, ça va. On n'est pas obligé de noircir non plus. Hein. Ça va encore, mais voilà, c'est quand même une moins bonne performance que ce qui était attendu. Et surtout, ces tarifs, on sait qu'ils vont avoir des conséquences sur ce que les gens payent, sur l'évolution du dollar, sur l'inflation aux États-Unis. Donc là aussi, ça crée une incertitude qui met tout le monde... ce que fait Musk aussi. Alors, sur ça c'est les tarifs. Est... Ensuite, il y a le fameux programme sabré à la hache. Doge, avec une réduction des dépenses fédérales. C'est vraiment violent ce qu'il est en train de faire. Et c'est vraiment violent. Alors, c'est vraiment violent. Je veux dire, on n'en est qu'à 2 mois. Il y a une espèce de jeu compliqué avec la justice américaine qui peut annuler les décrets qui sont pris. Mais voilà, le programme USAID a été fermé. Il y a des emplois qui sont détruits dans un certain nombre d'administrations fédérales. Ça a des impacts très concrets et très rapidement. Peut-être que ça sera levé finalement par une décision inverse de justice, mais en attendant, voilà, le couperet est parti, et il est parti, oui, dans une espèce de... Et ça fait peur aux Américains, ça? Ça fait peur aux Américains. Je ne sais pas si ça fait peur. Non, mais est-ce que ça les fait Américains. Ça les fait moins consommer, en tout cas, il y a des Américains qui perdent leur boulot. Et donc ceux-là, ils vont moins consommer. Oui, assurément. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des Américains qui se disent c'est ce qu'il fallait faire, youpi. Mais est-ce que l'optimisme de ceux qui sont enchantés par ces mesures va arriver à compenser toutes les conséquences négatives que ça va avoir sur, d'une part, les salaires de ces gens-là, et puis ensuite aussi tout ce qui était fait en matière de services publics associés à ça. Donc, ça, c'est des choses qui vont pas se voir immédiatement, mais qui vont se voir petit à petit au cours de l'année 2025. Mais quand on réfléchit à ce qui va se passer en 2025 pour les États-Unis, on est obligé d'intégrer cet élément-là dans l'équation. Et c'est effectivement un des éléments qui explique cette révision à la baisse de la croissance. Alors vous pouvez me dire, oh mais c'est pas tant que ça, c'est que 0,7 points. Oui, c'est vrai. Ok, mais c'est quand même 0,7 points qui vont en partie venir de ces mesures sur les dépenses fédérales. Ce qui plaisait aux investisseurs, notamment, c'était chez Trump, c'était la déréglementation, les baisses d'impôts. Ça, pour l'instant, on ne les voit pas venir. Alors, ça, on ne les voit pas venir. On peut imaginer qu'elles viendront. Les baisses d'impôts, c'est un processus un peu différent Ce ne sont pas des décrets. Ce n'est pas des décrets, donc il faut un vote au Congrès. Donc c'est quelque chose qui prend plus de temps.
et qui demande plus de négociations, alors que là, la méthode qui est employée sur les dépenses fédérales, c'est vraiment une méthode très exécutive, qui ne fait pas appel au Parlement. Donc effectivement, ça met plus de temps à venir. Et puis pendant ce temps-là, il y a quand même un autre facteur qui intervient, qui est l'évolution des marchés. Ça s'est un peu calmé ces derniers jours-là. Je vous trouve bienveillant. Ça a baissé de 10%. Non, ça a baissé de 10%, c'est factuel, depuis les points du S&P, mais depuis 2-3 jours. Je dis, on n'a plus eu de grosses séances de baisse à Wall Street depuis 2-3 jours. On n'a plus eu de grosses baisses d'indices à Wall Street, mais on craint quand même ce qui pourrait s'apparenter à un krach boursier qui serait déclenché par cette incertitude et par les nouveaux éléments qui vont pouvoir arriver dans les semaines qui viennent et qui pourraient accentuer ça. Donc quel est le problème? C'est que c'est en fait un dégonflement très rapide des indices boursiers aux États-Unis avec des effets de richesse qui vont peser sur, cette fois-ci, les plans de retraite des épargnants américains, sur les investisseurs qui vont peut-être plus investir aux États-Unis et qui vont plutôt investir en Europe. L'administration Trump est prête à accepter, c'est quand on lui pose la question du décrochage de Wall Street, d'une période transitoire parce qu'ils sont en train de régler tous les problèmes, c'est ce qu'ils disent. Ok, c'est ce qu'ils disent, mais ça je pense que c'est pas de nature à rassurer qui que ce soit, parce que, en fait, un des raisonnements qui était fait par un certain nombre de gens dans le secteur du business, de la finance, avant l'élection de Trump, c'était de se dire, Trump, il est très exubérant, il dit beaucoup de choses, il dit n'importe quoi, mais il a à cœur que l'économie fonctionne, son indicateur favori, c'est l'évolution des marchés boursiers, et donc il aura toujours un œil là-dessus. Apparemment, il a changé là-dessus. Et donc il a changé là-dessus. Et ça, vous voyez, la réalisation de ce changement de comportement de la part de Trump, ça commence à insuffler un on dit ça en même temps, Wall Street a baissé que de 10%. Si ça baisse de 10% de plus, on verra bien si Wall Street ne redevient pas une boussole pour lui. On verra. Mais en tout cas, il y a une autre chose qui est en train de se préparer aussi et qui ne va pas arranger les affaires de Wall Street, c'est le conflit avec la Réserve fédérale. Oui. Parce que Jérôme Powell, il n'est pas connu pour son accointance avec Trump. D'ailleurs, Trump le déteste et veut le remplacer. Pourtant, il l'a nommé. Il l'a nommé, mais il le déteste et il veut le remplacer. Il pense qu'il n'a pas baissé les taux d'intérêt assez vite et assez fort. Et puis Powell, il constate qu'il peut y avoir de l'inflation aux États-Unis, que en fait, l'inflation a moins ralenti que ce qui était espéré. Le retour vers les 2% est plus compliqué. Et plus compliqué, et puis que les tarifs ne vont pas arranger les choses. Et donc, peut-être il va y avoir une pause, très certainement, il va y avoir une pause dans les baisses de taux d'intérêt. Mais ça, à la limite... Ok, c'est la politique de la Réserve fédérale, elle est assez lisible, elle est assez annoncée à l'avance. Mais surtout, ça va enclencher un conflit avec Trump, avec des scénarios un peu délirants, comme une loi, par exemple, qui remettrait en cause l'indépendance de la Réserve fédérale. Ouais. Et ça, du point de vue des financiers, c'est un désastre, si ça se produit. Parce que ça veut dire qu'on est en train de toucher à l'équilibre institutionnel. On n'en est pas encore là non plus. On n'en est pas encore là, mais c'est des questions qui se posent et qui font que ça met tout le monde un peu en situation d'attente, en se disant, chaque jour qui passe, c'est la fenêtre d'Overton qui s'ouvre un peu plus avec Trump. Donc chaque jour qui passe, ces choses qu'on pensait inimaginables, comme par exemple remettre en cause l'indépendance de la Réserve fédérale, sont des choses qui sont dans le débat, avec des gens qui disent « mais oui, c'est ce qu'il faut faire ». D'autres évidemment qui disent « non, on le fera jamais, c'est pas possible », etc. Mais il y a débat. Avant, il n'y avait même pas débat. Avant, il n'y avait pas débat. Et donc déjà, le fait qu'on en débatte et qu'on puisse évoquer cette possibilité, dans un système parlementaire qui pourrait le voter, on ne sait pas, oui, c'est des choses qui donnent des sueurs froides à un certain nombre de gens. Donc la question Trump est-il en train, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, de plomber l'économie américaine? On dit oui, mais... on dit oui, on ne dit pas mais. On dit oui, mais on ne va pas non plus faire une récession, c'est ça que je veux dire. On n'en est pas à effectivement anticiper une récession. Mais on a un certain nombre d'enchaînements aujourd'hui qui sont franchement négatifs sur l'économie américaine. Et on voit mal le rebond ensuite. 150 000 créations de postes encore par mois, ça va. Pour moi, le juge de paix, c'est le jour où il y a destruction de postes. Oui, mais David, Trump, il est arrivé au pouvoir fin janvier. Ouais. D'accord ? Là, vous regardez le chiffre de février. Heureusement qu'il n'y a pas de destruction d'emplois en février, parce que là, ça voudrait dire que... On y va tout droit ? On va vers, effectivement, plutôt un ralentissement de l'emploi aux États-Unis, bien sûr. Et c'est ce qui va être accompagné, c'est ce qui va accompagner ce ralentissement de la croissance. Et comme
une des sources, une des causes de ce ralentissement, c'est précisément les destructions d'emplois fédéraux, oui, ça va se traduire par un marché du travail qui va très très sérieusement ralentir, et qui va plus ralentir que le reste de l'économie. Donc voilà, soyez un petit peu patients, mais vous allez voir, les choses vont arriver. Allez. Je vous sens très bienveillant avec Donald Tout Trump. vient, pas du tout. Non, mais, en fait, comme tout le monde tape dessus, je me dis, oui, réfléchissons, voir si... Vous avez raison, il faut toujours réfléchir. Voilà, c'est bien. Et ne pas se laisser emporter par ce que tout le monde pense, ou par C'est bien un peu de contradiction. Oui, c'est bien. Bon, allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.